Il faut garder cette idée de l'éveil, cette idée de la reconnaissance de l'autre, cette idée du réel, cette idée qu'on est toujours en relation avec l'autre. Et dans l'espace public, cette idée d'expérimenter les rapports humains, pour nous, il est complètement sous-développé. On comprend pour un part qu'on est tout le temps connecté, surveillé, qu'il n'y a aucune extérieur, on parle d'avoir plus d'extérieur dans le monde, qui est pour un part, je pense, horrible. L'idée dans cette agora, c'est de questionner l'espace public et de dire, voilà, maintenant, ce n'est pas une forme, ce n'est pas une image, ce n'est pas peut-être ce qu'on a eu en Occident depuis toujours, parce qu'il y a eu tous ces changements et peut-être que ça va rester le même, mais peut-être pas. Et on voit qu'en Occident, on a peur de l'imprévu, on a peur des accidents. On veut tout anticiper. Il y a des assurances, les assurances sur les assurances. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on veut le moins d'accidents possible, on veut tout anticiper et on veut tout prévoir. Et c'est ce qui tue l'espace public, c'est ce qui tue l'individu en fait. Et je pense que ce qui est intéressant dans le printemps arabe, c'est pas le résultat, c'est ce qui a déclenché ça. C'est-à-dire que de partir des initiatives privées pour en faire quelque chose qui devient commun et de dire que l'homme a toujours, en tant qu'individu, a toujours quelque chose à dire et à prévoir et peut changer les choses. Parce que je pense que ce qui est intéressant en fait, c'est quoi, que ce soit dans l'espace public, soit dans le logement, que ce soit dans le rapport aux autres, c'est de créer toujours cette idée qu'on peut évoluer, on peut changer le monde. Mais si on est dans un endroit où on dit on ne peut rien faire, on ne peut rien changer, les choses se stagnent et la confiance tombe. Donc, dans cette résistance, ce qui est intéressant, c'est que chaque personne a le sens que c'est lui qui a changé, qui a produit tout ça. Pour moi, c'est ça le but de l'espace public, c'est-à-dire que de donner cette envie de rêver, donner d'autres imaginaires, d'être chez soi et en même temps, on échange bien que quand on est bien soi-même. C'est la base. Donc, il faut donner de l'espace à soi pour qu'on puisse échanger après. Ce qu'on a essayé de faire en filmant ces villes, par exemple, on a pris Tokyo sur les interstices. Ce qui peut être intéressant dans Tokyo, c'est dans une société capitaliste de consommation où vraiment on sent que le capitalisme il a atteint son apogée et on voit en bas de ces immeubles comme ça des endroits qui sont délaissés, qui font par exemple 50 cm de largeur avec 20 mètres de long et on va inventer des programmes pour les mettre dans ces endroits-là. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on invente les programmes pour des situations, et qui est l'inverse de dire, voilà, on prévoit tout, et on a les programmes, et on fait les lieux pour les programmes. Et surtout, dans ces endroits-là, l'homme revient au centre, c'est-à-dire, et la relation humaine redéfinit de nouveau l'espace public. Quand on a parlé de Skopje, c'est le symbolisme. Donc dans un espace public comme ça où on va essayer de donner du sens ou de l'identité à travers le symbole, des statues ou des immeubles. On dit là-bas, on a baroquisé les immeubles, on les a décapités, on a fait une architecture baroque. Donc, on essaye de relier par le symbole les gens. On a, par exemple, le Ouagadougou, on a travaillé sur la porosité. C'est-à-dire qu'il suffit que le monsieur mette sa télé dans la rue et les gens ils vont venir chez lui voir le match.
C'est comme si c'est chez lui, la rue. Et donc, c'est ça qui rend intéressant. C'est-à-dire, autant en Occident, la limite est étanche entre l'intime et le public, autant cette limite, elle est grise. Et c'est ça qui rend les négociations intéressantes. Et il y a autre chose qu'on a voulu aussi montrer à Ouagadougou, c'est la chaîne de production qui est visible. C'est-à-dire que je pense que aussi pour un espace public, pour être plus en échange avec l'autre, il faut un peu être au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire que ici, on voit l'autoroute en face, on ne se pose même pas la question d'où vient le bitume, comment on a construit cette autoroute, qui l'a construit, comment les choses se font. Alors qu'à Ouagadougou, ce qui est intéressant, c'est cette chaîne qui est vraiment visible. On voit les gens qui tapent dans les cailloux, qui produisent cette rue, qui la vivent, qui cherchent les choses. C'est-à-dire que les choses sont transparentes et donc on appartient plus à ce monde quand on sait d'où viennent les choses. Je pense sincèrement qu'il faut revenir un peu aux choses concrètes. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est tellement dans le virtuel que les choses nous arrivent. Mais on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, on ne sait pas qu'il y a des gens derrière. Et c'est ça qui a coupé la chaîne d'échange, en fait. Et c'est ce qui nous a intéressés aussi à Ouagadougou, c'est de remonter à l'essence de l'échange. Parce que qui est ce système qu'on ne peut pas vivre sans l'autre par rapport à ce que l'autre produit aussi. Pas juste parce que c'est un truc théorique, c'est parce que c'est réel. Mexico, on a essayé de réfléchir ou de montrer l'espace informel. C'est-à-dire que quand il y a comme ça des gens qui réfléchissent, qui viennent et qui investissent une avenue ou un endroit et qui créent un marché parallèle. Et ce marché parallèle, en fait, tout le monde est content parce que tout le monde en profite. Le gouvernement en profite et les gens du quartier profitent. Il suffit juste que cette société, je veux dire que ces gens, d'une façon informelle, viennent investir un lieu et ça anime complètement tout le quartier. À Bordeaux, on a filmé la mobilité parce qu'on voit avec le nouveau tram, il a redessiné un imaginaire nouveau à l'intérieur de la ville. Il a dessiné des repères, des nouveaux repères. Il y a le vélo, il y a le Baticube. Donc tout ça, ça a changé complètement la relation à l'espace public et ça a changé la relation des gens entre eux. Donc on a essayé de faire le parallèle au Liban en travaillant sur le même principe de la mobilité, de montrer quand on veut accéder à Beyrouth, les moyens qu'on a, c'est la voiture, la mobilette, le bus. Et donc, on a essayé de travailler, de montrer ça. Et on voit ou le piéton, par exemple, on voit qu'il y a des incohérences incroyables parce que comme Beyrouth, c'est c'est un mélange, c'est-à-dire c'est une addition d'identités et donc l'espace public c'est un résidu. Donc on voit qu'il n'y a pas de vision. Donc à chaque fois on est confronté à des obstacles et on veut faire sa place. Il y a plus d'échanges, il y a plus de tensions, il y a plus de... Donc l'échange peut produire les deux choses. Il peut produire une tension comme il peut produire une rencontre. Donc c'est plus animé. Pour moi, l'espace public, c'est le lien entre l'intime et la société. C'est-à-dire qu'il faut que le lien existe, il faut qu'il y ait quand même une représentation d'une trame, d'une vision où vraiment on se sent relié à la société, on se retrouve dans cette société. Il faut qu'on soit à l'aise. C'est pour ça que quand je dis à l'aise, c'est-à-dire qu'il faut que si j'ai envie de ne rien faire dans un espace public, de m'arrêter, de juste être là, qu'on ne vient pas m'embêter. Et c'est ce qui donne, à mon avis, l'essence de l'espace public. C'est-à-dire que c'est un endroit où vraiment on a envie d'être chez soi. Et chez soi, chacun a son propre chez soi, mais c'est l'endroit où on est vraiment sans le moins de règles possibles et le moins de stratégies possibles. On se sent à l'aise. Et je pense que si l'architecte, il a un grand rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'il doit
il doit aider à ce que cet échange existe, c'est-à-dire à ce que l'habitat soit en relation, à ce que l'intime donne un sens à l'espace public, à ce que sa façon de vivre, finalement, on n'est pas en train de le cacher, mais ce n'est pas une enveloppe, c'est-à-dire que l'architecture, ce n'est pas juste une enveloppe, ce n'est pas des constructions qu'on vient protéger. On va dire, bon, l'espace public, c'est le rond-point, ou c'est-à-dire, c'est ce qui fait je veux dire, c'est ce qui fait plaisir aux aménageurs, mais en fait, ce n'est pas ça. À mon avis, le nerf de l'espace public, c'est le logement. Par exemple, cette idée de volume capable, dire voilà, on laisse l'usager s'épanouir dans le logement, faire un peu, se l'approprier, l'habiter d'une façon différente. On peut exactement faire la même chose au niveau du paysage en tant qu'urbaniste, c'est-à-dire que mettre le moins d'images possibles, de connotations possibles, de règles possibles, mais plus de relations possibles. C'est-à-dire que de mettre les relations, des tensions des choses avec les autres pour provoquer des relations au niveau des usagers ou des habitants. La difficulté des urbanistes ou des architectes, c'est de s'arrêter là où il faut, c'est la limite. Et c'est ça qui est intéressant. C'est toujours ce travail sur la limite, et cette limite, elle est très fragile. C'est comme quand on a une vision, si vous voulez, quand la vision elle est trop présente, la personne ne se retrouve plus. Quand elle n'y est pas, on est dans une anarchie. Donc la limite est très fragile, c'est ce qui fait la beauté des choses, c'est ce qui rend l'espace public intéressant, parce qu'on ne sait jamais comment il va être, on ne sait jamais comment il va être transformé, on ne sait jamais, et c'est pour ça qu'on dit dans un bâtiment même public ou dans un espace public, ça marche parce que ça vit, ou ça ne marche pas parce que ça ne vit pas. Il faut garder cette idée de l'éveil, cette idée de la reconnaissance de l'autre, cette idée du réel, cette idée que on est toujours en relation avec l'autre, d'être en tension, de se poser les questions. C'est pour ça que de se poser les questions, d'essayer de réfléchir et de découvrir autre chose. C'est-à-dire que quand on découvre autre chose, on ouvre un imaginaire. En fait, c'est ça. Et comme, à mon avis, l'essence de l'être humain, c'est le rêve, je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire de toujours élargir la perspective, élargir et produire, et de penser que il y a encore du rêve, en fait. Il y a un vrai travail à faire, à redonner une notion, ou repenser une notion de familiarité. Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qui est quelque chose qui peut être aperçu par tout le monde comme potentiellement d'eux-mêmes? Et à partir de là, il y a un vrai potentiel à retrouver aussi des lieux où tout le monde peut découvrir soi-même. Et je pense que ça, c'est pour nous la notion de familiarité, c'est une notion de confort et une notion de perturbation de cette familiarité pour aussi couper les rapports qu'on connaît et les rétablir. Et dans l'espace public, cette idée d'expérimenter les rapports humains, pour nous, il est complètement sous-développé. L'espace public, ça devient un espace de loisirs ou c'est presque encore pire que dans le 19e où c'était un espace pour se montrer. Aujourd'hui, ça devient un espace
où on fait de loisirs, mais pas plus que ça. Et nous, on trouve que à des endroits, c'est extrêmement important de pousser cette notion beaucoup plus loin et de vraiment faire des espaces publics qui sont un challenge, un défi pour la population de les utiliser. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de spectaculaire, mais il s'agit d'introduire une notion de différence. Et cette différence, c'est pour nous aussi le moment où la notion d'intime et d'individualité se confronte à la coexistence des choses. Et ça, c'est de toute façon la notion la plus riche de l'espace public, c'est que c'est le lieu où la coexistence des êtres humains se matérialise aussi. Matérialise pas dans l'espace, mais dans les rapports. Cette idée de l'intimité dans l'espace public, pour moi, ça a vraiment à voir avec comment on peut utiliser cet espace comme elle est à nous, à chacun de nous. Et pour raconter une anecdote, par exemple, quand on était étudiant, on habitait dans des appartements très petits, dans des chambres très petites, et on se servait un verre de vin, et on allait aux cabines téléphoniques avec notre vin. Et c'est aussi comme ça qu'on s'approprie l'espace. La notion de l'espace public, c'est en nous. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à l'extérieur. Je pense que c'est intériorisé énormément. Dans les projets qu'on fait, en tant que professionnel, on travaille toujours avec ce couple du public et de l'intime, comme deux pôles qui sont presque impossibles en soi, les deux pôles, mais c'est toujours une négociation entre ces deux pôles. Ces lieux d'expérimentation, pour nous, ils se trouvent potentiellement partout. Donc ça peut être des espaces publics dans le sens classique, mais aussi des espaces privés où on peut avoir la même dynamique. Un exemple d'un espace public plutôt classique, mais où on a essayé d'installer cette notion de provocation, est un espace public pour la capitale de Tirana. Donc Tirana, c'est une ville qui a explosé, donc une ville extrêmement informelle. Et la place centrale est aujourd'hui un lieu pour le trafic. Donc là, on a proposé un élément extrêmement géométrique, une pyramide très douce, qui s'installe dans tout ce chaos avec une précision parfaite. Et cette pyramide, elle déstabilise les rapports entre les bâtiments. Donc si on est au milieu de la pyramide, on est au même niveau que les escaliers monumentaux autour de la place. Donc à cause de la forme de cette pyramide, l'architecture est changée. Mais juste par le mouvement des gens, par la possibilité de prendre cette position-là et d'être au même niveau, à la même hauteur que les monuments. L'espace public est considéré comme un objet. On parle de revêtement de sol, par exemple, et on délimite des territoires qui sont de l'espace public et on ne regarde pas l'architecture. On fait un aménagement de sol et on essaie de donner beaucoup de sens à cet revêtement. Mais pour nous, il faut presque faire l'inverse. Il faut enlever presque tout le sens de l'espace public. Il ne faut pas penser qu'on peut déjà le donner un sens. Et ce qu'on cherche, par contre, c'est de juste donner des opportunités. Et des opportunités qui permettent aux gens de se balader dans le vide, d'être eux-mêmes, mais aussi avec des autres, et de commencer à changer l'espace par leur comportement, par leur interaction avec ce qu'ils trouvent. Et du coup, le champ de ce qu'on peut offrir dans cette notion de produire l'espace public s'élargit énormément. Le vide est beaucoup plus important il n'est pas assez valorisé maintenant. Je
pense que l'espace est un peu surqualifié, pas qualifié, mais surcatégorisé. C'est devenu presque un espace programmatique. Et nous, on pense que l'espace public, ça ne doit pas être un espace programmatique, mais presque plus un espace qui est très spécifique dans sa spatialité. Il y a une nécessité de faire un changement de paradigme, donc que ce n'est plus possible d'avoir un système où l'espace est juste consommé et on met l'un à côté de l'autre, mais que l'économie aussi nécessite un partage. Donc que le partage est devenu l'outil pour être de nouveau riche. Donc si on n'a pas les moyens pour consommer de l'espace, pour consommer son propre terrain, pour être loin de l'autre, le partage, c'est presque la seule route à trouver pour garder cette welfare qu'on a. Et donc dans ce sens-là, on voit de plus en plus, nous, que le partage et la question de se confronter quand même comme une nécessité, comme une demande, comme un potentiel d'innovation et de survie presque. Ce que peut apporter un architecte, c'est avoir une compréhension de l'impact sur un contexte, création d'un contexte, création d'environnement et aussi un impact sur d'autres choses et aussi comment ces choses-là peuvent être pratiquées presque, oui, comme comment ils font un espace, comment ils font un imaginaire. Et donc dans ce sens-là, je pense que cette notion qui a changé du commun, ça veut dire pour les architectes qu'ils doivent approprier quelques territoires conceptuels. Parler de l'espace public, c'est incroyablement difficile. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Et je suis sûr que, bien entendu, que j'essaye ici, dans cette situation. Une des choses les plus importantes qui a changé, et c'est bien évident, je pense que tout le monde le voit et on partage tous, ou presque tous, c'est que avec l'internet, avec le hyper connectibilité de tout le monde, et le Facebook et le Twitter et tout ça, la manière dans laquelle on expérience l'espace, et donc l'espace de la ville, l'espace dans le champ, l'espace en général, la relation entre nous dans l'espace, a fondamentalement changé. Je pense que c'est fondamental de comprendre que peut-être le projet moderniste est un projet réalisé. Et je me dis que quand on voit tout ça, on se rend compte que le projet moderniste est un cauchemar. On comprend pour un part qu'on est tout le temps connecté, qu'on est tout le temps surveillé, qu'il n'y a aucune extérieur, on parle d'avoir plus d'extérieur dans le monde, qui est pour un part, je pense, horrible, que cette notion d'un monde sans extérieur, donc un monde, on peut dire, presque complètement intériorisé, mais je dirais vraiment complètement. L'idée du non-stop city de Super Studio Archizoom, en fait, spécifiquement ici de Archizoom, c'est réalisé, c'est bien réalisé, ça n'a pas l'air comme les collages du temps, mais apparemment le non-stop city est là. Et donc du coup on dit, oui, on est là dans un contexte complètement intériorisé où il n'y a pas de manière d'échapper. Qu'est-ce que je peux faire? Accepter ce qui se passe, pour un part. C'est accepter ce qui se passe, mais de
introduire des ruptures. Donc des obstructions, des ruptures et des points d'échappe. Étrangement, je pense que la seule manière de réintroduire le partager est aussi d'introduire ou réintroduire un aspect de hiérarchie. Bramante et son très grande cour qu'il a construit à côté du Vatican, qui s'appelle le Belvédère. C'est une très grande cour qui était là tout simplement pour connecter quelques parties du Vatican qui n'étaient pas du coup connectées. Là, on se rend compte que ces étranges constructions qui, au premier moment, tu penses, ils servent à rien. Ils sont plutôt un élément qu'il a pu, je m'imagine qu'il a pu convaincre le pape de ce temps, Julius le II, tout simplement parce qu'il y avait des raisons de représentation, des autres raisons. Et donc là, je pense quand on est des architectes sérieux, avec un engagement sérieux, on doit presque chercher ces genres d'opportunités où on peut réintroduire des hiérarchies assez fortes. Quand je dis comme architecte, on doit recommencer presque à réfléchir les typologies prémodernistes, je dirais qu'on doit les chercher, les comprendre, les visiter et les utiliser comme des typologies phénoménologiques. Presque, complètement ça. Donc quand on parle d'une grande cour, oui, il y a beaucoup de manières de parler de ces grands cours-là. Hein. On peut dire, ah oui, mais le grand cours, c'est typiquement une cour qui était fait pour représenter la puissance du prince. C'est il y a des gens qui disent, c'est un espace fasciste, c'est un espace qui est si connoté qu'on peut plus l'utiliser. On dit non, comme on est en train, avec Sandro Co par exemple, à recomprendre tous ces architectes et leur vocabulaire des dernières 20, 30, 40, 50, 200 ans, on doit faire la même chose avec cette typologie spatiale et on doit comprendre que ça dépend complètement de qui le construit et pour quelles raisons. Si on parle du coup, on parle de Rossi et son idée d'une ville de mémoire, hein, de la mémoire et dans quelle manière on peut comprendre la mémoire comme une part fondamentale, un élément, un outil avec lequel on peut construire la ville. Et moi je dirais oui. Rossi, oui, certainement. Et je dirais Venturi, avec son célébration du quotidien, oui. Parce que peut-être ce qu'il a dit du quotidien et que Rossi a dit du mémoire, c'est pas forcément si différent. Et je dis, oui, Ungers, dans son manière de construire la ville ou densifier Berlin, après ce qu'il avait aussi des projets d'enlever la plupart de Berlin, et tout repenser, une sorte de modernisme muté, avec des éléments quand même beaucoup plus archaïques. Je dis oui, parce que c'est une autre fois la même chose dans ce cas-là. Et finalement, si on parle certainement de ce que Koolhaas a fait avec Ungers, mais bien évidemment aussi après, une autre fois, il avait cherché ces points de référence, souvent, dans une ville ou dans une ville post-urbaine, hein, avec ses bigness et ce que ça veut dire, peut-être une bibliothèque plutôt, quand on parle de son projet de très grande bibliothèque, pas simplement une bibliothèque, un symbole de la puissance de Mitterrand, mais aussi en même temps une sorte de boîte mythique qu'on ne comprend pas.
presque ce symbole-là, saussasienne, mythique, vous voyez. Donc je pense que c'est reconnecter tous ces éléments que pour des gens, il y a des gens pour lesquels, ou peut-être ça change maintenant, mais c'était des théories presque opposantes. Toute l'idée du projet, ça survit seulement, et ça je pense que c'est fondamental, avec un aspect d'ambiguïté. Quand un projet n'est plus ambigu, ça ne survit pas. Et je pense que l'ambiguïté même, donc on pense qu'est-ce que ça veut dire ça, ou est-ce que ça veut dire ça, est-ce que c'est ça ou ça, et ça c'est fondamental. Et c'est ça que j'ai dit au début, où il y avait un peu de temps. L'ambiguïté pour moi, c'est la défense, l'outil, mon weapon, c'est quoi c'est ce qu'on a contre le propaganda, parce que je pense que le propaganda c'est le pire. On doit rester ambigu, engagé mais ambigu. Et oui, voilà, si on enlève ça, qu'est-ce qu'on a à dire encore? On n'a plus besoin d'architecture. Et on n'a plus besoin de culture en général, je pense.